Bonjour. On se retrouve donc après une longue période d'absence, je le reconnais et je m'en excuse d'avance, mais comme vous savez, le Covid nous a bloqués, nous a empêchés de terminer nos activités le plus normalement du monde, et ce qui fait qu'après le Covid, on était à pas de course pour rattraper tout ce retard-là. C'est ce qui fait que j'étais surbookée cette année, que je n'ai pas pu faire quelques vidéos sur l'histoire de l'Algérie comme je l'avais promis. Cette année a été très riche aussi pour moi, du moment que j'ai dû finir les projets qui étaient en attente. Donc, pour commencer, j'ai fini le livre qui s'appelle L'Aurès, pays des Chaouia, que j'avais surtout un délai qui était très très court et qu'il fallait travailler d'arrache-pied pour le finir. C'est un livre qui retrace un peu l'histoire des Aurès. Donc on repart à partir de presque, j'allais dire, de rien. Donc on va traverser la Numidie, on va traverser, grosso modo, c'est à partir de la Numidie jusqu'à la guerre d'indépendance d'Algérie. Donc on retrouve des paysages, on retrouve des monuments, des villes, des villages, tout ce qui constitue à peu près la richesse de Rès, dont je suis native. Donc il y a aussi de la culture. Des traditions préservées à mon sens dans certaines mesures où on les pratique encore, comme ici on voit la fameuse fantasia des Aurès qui s'exerce encore avec le sabre comme à l'ancienne époque. Enfin bref, c'est un livre qui est édité aux éditions Rafar. Et le deuxième livre pour lequel j'étais aussi occupée, donc j'ai dû partir en Allemagne pour quelques mois pour en faire la promotion, c'est la traduction en allemand de Aimé Maria. Aimé Maria qui est sorti aussi en Algérie. Ça, c'est la deuxième traduction puisqu'il a été déjà traduit en italien. Là, c'est en allemand. Donc, j'ai été en Allemagne pour faire quelques rencontres et comme de la promotion en quelque sorte. Donc on revient à notre sujet d'aujourd'hui, puisque l'actualité l'impose. Nous allons voir un petit peu les relations entre l'Espagne et l'Algérie à travers l'histoire, bien sûr. Nous allons donc, pour bien situer ces relations algéro-espagnoles, nous focaliser sur le Moyen Âge. Donc c'est à partir de 1505 que les premiers navires de guerre, les armadas de guerre, vont commencer leur expédition vers l'Algérie. Donc en 1505, c'était le roi Ferdinand qui va envoyer une armada sous le commandement de Don Diego de Cordoba. Et soi-disant lutter contre les corsaires ou les marins d'Alger qui avaient une telle pression sur la Méditerranée et sur les nations occidentales qu'ils ont décidé de découdre, bien sûr en ayant en esprit l'Afrique comme un terrain de colonisation et d'exploitation et d'exploration. Comme Alger était imprenable à cette époque-là, ils vont se diriger vers l'ouest du pays. Le 15 septembre 1505 va tomber Marcel Kébir, qui, rappelons, faisait partie du royaume des Zianites. Ils vont continuer un petit peu vers l'intérieur du pays et arriver à Oran. Il faut lire les chroniqueurs de l'époque, les chroniqueurs espagnols surtout de l'époque, qui racontent ce qui s'est passé, qui racontent le massacre des Algériens par les Espagnols, que ce soit hommes, enfants, qu'ils ont fui. Donc la ville était complètement déserte et ils ne vont pas s'arrêter, ils ne vont pas bien sûr s'arrêter là, puisque
leur prochain objectif est Béjaïa. Et Béjaïa, c'est avec bien sûr Pedro de Navarro. Donc le roi Ferdinand va faire appel aussi à Pedro de Navarro, qui était déjà dans l'expédition d'Oran plutôt. Et vous allez voir au bas de l'écran une petite biographie de ce Pedro de Navarro qui va arriver à Béjaïa en 1510. Donc c'est à partir de Béjaïa en 1510, lorsqu'elle va tomber entre les mains des Espagnols, que les habitants, les dignitaires de Béjaïa vont faire appel aux frères Barbarousse. Les frères Barbarousse, nous les connaissons tous maintenant, ils sont quatre. Deux sont plus connus que les deux autres, donc Khaireddin et Arrouj, qui vont répondre présent. Pour plutôt Arrouj, Barbarousse l'aîné, il était connu déjà en Méditerranée, puisqu'il aidait les musulmans qui fouillaient l'Espagne à arriver sur les côtes algériennes et surtout dans la ville de Béjaïa, où beaucoup d'Andalous vont s'installer, ils vont s'allier justement aux corsaires pour harceler à leur tour les bateaux des nations occidentales, notamment des Espagnols. Et donc c'est à ce moment-là que Ferdinand a senti que les Andalous sont devenus une menace et qu'il fallait aussi les poursuivre jusqu'à Béjaïa, où il va envoyer son Pedro Navarro. Et donc les frères Barbarousse vont répondre OK ou d'accord à l'appel des dignitaires de Béjaïa. Ils vont arriver en 1514, ils vont jeter l'ancre près des îles de Afiad sur la côte gigilienne. Gigel va devenir une base arrière des frères Barbarousse. C'est à partir de là qu'ils vont se constituer une armée, qu'ils vont recruter des soldats parmi la population locale déjà, donc des Berbères, des Algériens berbères, puis des Algériens arabes, quelques soldats turcs, mais ils n'étaient pas nombreux parce qu'à ce moment-là, ça jouait encore entre les Algériens et les frères Barbarousse. Malheureusement, la ville va rester 45 ans entre les mains des Espagnols, malgré une résistance farouche dès les débuts, donc, où le dernier émir de Béjaïa, Abderrahman, va s'allier aux frères Barbarousse pour défendre la ville. Donc Abderrahman est et le dernier, comme je disais, l'émir de Béjaïa, il fait partie de la dynastie des Hafsides qui s'était scindée en deux et dont une partie avait créé un royaume indépendant à Béjaïa. Malheureusement, donc la ville va rester 45 ans entre les mains des Espagnols. En attendant, on reste toujours dans l'année 1510, on revient vers Alger où il va y avoir d'autres expéditions espagnoles pour prendre la ville d'Alger. Et à ce moment-là, les habitants d'Alger qui faisaient face aux menaces espagnoles qui sont arrivées sur les îlots qui faisaient face à la ville d'Alger. Donc il y avait des îlots qui étaient en quelque sorte le rempart naturel protecteur de la ville d'Alger. Les Espagnols vont s'installer sur l'île, la plus grande île, ils vont construire une forteresse, c'est ce qu'on appelle le penant d'Alger. À partir de là, ils vont harceler Alger, ils vont essayer de contrôler les sorties et les entrées. Et le frère Barbarousse, Arrouj surtout, va arriver à Alger en 1516 et il va défendre la ville contre cette menace de ce penant espagnol très pesant à l'époque. Et donc il va y avoir deux expéditions contre Alger à partir de ce penant-là qui est devenu un petit peu une base pour l'armada espagnole. Donc en 1516, sous le commandement de Diego de Vera, qui va échouer dans sa tentative de prendre Alger, puis arrive 1518, donc ça va être Hugo de Moncada qui va aussi échouer dans sa prise ou dans son expédition contre Alger. Et à chaque fois, bien sûr, cette résistance farouche fait casser les dents aux Espagnols et donc le penant est repris définitivement par Barbarousse en 1529. Donc il n'y a plus, à partir de 1529, il n'y a plus de menace sur Alger, mais les Espagnols sont toujours à Béjaïa à l'est, ils sont toujours à Mars el-Kébir et Oran à l'ouest.
Revenons donc à Béjaïa un petit peu pour voir l'évolution de la situation. Donc on est en 1553 quand Salah Harayes va essayer de reprendre la ville aux Espagnols. Salah Harayes, qui gouvernait à Alger, était un corsaire très courageux et aventureux dans la guerre. Il était le bras droit de Khayr-Din Barbarousse. Pour ce faire, il va s'allier au roi de Koukou. Le roi de Koukou, ou le royaume de Koukou, est un royaume indépendant berbère qui a été créé en 1515 par Ahmed Ould el-Qadi, et en 1553, donc ils vont être ensemble pour combattre les Espagnols, et ce qu'on va appeler dans l'histoire la bataille de Béjaïa va se dérouler en 1555. Les Espagnols vont être défaits et les deux alliés vont être vainqueurs. Et bien sûr, Salah Harayes va se diriger vers Mars el-Kébir pour justement se battre encore contre les Espagnols. Malheureusement, il va mourir de la peste en 1556 sans finir ce qu'il avait commencé à l'Est. Il faut attendre 1792 où le bey de Mascara, Mohammed el-Kébir, avec l'aide justement des habitants de l'Oranais et de dignitaires de l'Ouest, et va se débarrasser définitivement Oran et Mars el-Kébir des Espagnols, qui vont redevenir algériens, qui vont être bien sûr récupérés. Ainsi, après les avoir débarrassés à l'est, au centre et à l'ouest, les Espagnols vont quitter les territoires algériens, mais ils ne vont pas pour autant se croiser les bras et regarder. Ils vont revenir dans d'autres expéditions que l'histoire a retenues, donc l'expédition de Charles Quint surtout, qui a essuyé une défaite mémorable qui est rentrée dans l'histoire. Elle est tellement rentrée dans l'histoire qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent sur lui. Lui, il a échoué, plutôt lui, il a essayé de pénétrer le sol algérien, le territoire d'Alger, par Wad el-Harrach. Donc c'est à partir de là qu'il a commencé à débarquer ses troupes, mais il va trouver devant lui une résistance alliée, une résistance où le dey d'Alger de l'époque, donc le dey d'Alger, Mohammed Ben Athman, qui est né à Alger, qui est mort à Alger, et qui a gouverné quand même 25 ans, donc c'est le plus long règne d'un des deys d'Alger à cette époque-là. Donc il va infliger à Charles Quint une défaite mémorable, mais Mohammed Ben Othman avait fait appel justement au bey de Mascara et au bey de Constantine pour lutter ensemble contre l'invasion de Charles Quint, l'expédition de Charles Quint. Donc ils vont prendre en étau l'armée de Charles Quint, qui va décimer, qui va essayer d'embarquer et de fuir, avec bien sûr en laissant beaucoup de morts et de blessés. Et à ce moment-là que l'histoire dit, je dis bien l'histoire parce qu'il y a plusieurs versions, que c'est à ce moment-là que Charles Quint avait jeté sa couronne en mer en disant qu'il ne mérite pas de la porter. D'autres historiens diront qu'il a jeté plutôt son épée sans bouclier. D'autres diront que c'est à partir de là que les Espagnols, les rois espagnols ne portent plus la couronne. Bien sûr, il y a beaucoup de divergences sur cette version des faits. Il y a beaucoup d'historiens qui contredisent cette version des faits. Il y a d'autres historiens, au contraire, qui l'imposent comme une vérité absolue. Donc, les sources sont divergentes sur ce plan-là. Il va y avoir d'autres expéditions, donc on va encore avoir trois dates importantes. Donc 1775, où le général O'Reilly, vous aurez toujours une petite biographie pour le situer qui va défiler en bas de l'écran, va être à la tête d'une armada de 26 hommes et près de 400 vaisseaux pour Alger. Il va trouver qui devant lui? Il va trouver toujours le dey Ben Athman, qui, j'ai dit, va durer longtemps dans son règne. Les Espagnols ne vont pas s'arrêter pour autant.
puisqu'ils vont revenir à la charge, ils vont essayer encore une fois de prendre Alger et ils vont encore se retrouver face à qui? À au Dey Mohammed Ben Othman qui, comme je l'avais dit, avait régné longtemps. Donc cette fois-ci, c'est le roi Charles III qui va arriver aux portes d'Alger, qui va de nouveau plutôt déclarer la guerre. Il va envoyer des escadres bombarder Alger en 1783 et en 1784. Tout simplement, il va lui aussi échouer et il n'arrivera pas à prendre Alger et se trouvant devant cet échec cuisant que les Espagnols à chaque fois butent contre un mur, ce mur imprenable, le roi Charles III va désigner un émissaire qu'il va envoyer, ou il va l'envoyer à l'Empire ottoman, il va l'envoyer à la Sublime Porte. Tout simplement, le roi Charles III qui avait envoyé cet émissaire, il a essayé un petit peu de duper, entre guillemets, le sultan d'Istanbul, parce qu'il devait signer un traité de paix entre lui, entre Charles III et le sultan d'Istanbul. Simplement, dans ce traité de paix, ils ont inclus l'Algérie. Donc, il voulait que le sultan espagnol, le sultan plutôt d'Istanbul, signe ce traité où il aura droit donc d'intervenir en Algérie et de contrôler un petit peu les corsaires et les Dey. Malheureusement pour les Espagnols, ils ont mal fait puisque le sultan d'Istanbul était clair dans sa réponse qu'il ne signerait pas un tel traité parce qu'il n'avait aucun droit de regard, ni d'ingérence, ni de contrôle sur le royaume, ce qu'il est écrit bien dans sa lettre, le royaume indépendant d'Alger. Donc il n'avait aucun contrôle. Les Espagnols ont fini par comprendre cela, et même sous le conseil de cet émissaire-là qui leur a dit que les Ottomans n'avaient aucun contrôle sur l'Algérie, donc ils ont essayé de négocier directement et de se tourner vers le Dey, toujours là, toujours présent, Mohammed Ben Othman. Et donc, il va y avoir un traité de paix qui va être signé le 17 juin 1785 et où les Algériens vont imposer leurs conditions. Ils vont demander 1 million de pesos comme réparation contre les 3 dernières expéditions. Les 3 dernières expéditions qui, rappelons-le, ont beaucoup bombardé Alger sans vraiment de dégâts, vraiment d'énormes dégâts. Donc il va obtenir non seulement réparation, il va obtenir contrôle, il va continuer à régner en maître absolu sur la Méditerranée qui, rappelons-le, était le bastion des corsaires d'Alger ou les marins d'Alger. Et faites attention, ce ne sont pas des pirates comme certains voudraient le faire croire. Les pirates ne travaillent pas pour leur pays, ne travaillent pas pour les caisses de leur pays, ils travaillent pour eux-mêmes. Et de cette idée-là de faire des corsaires d'Alger des pirates via des nations occidentales, c'est un peu une propagande comme on en voit aujourd'hui de faire des corsaires d'Alger, des marins d'Alger ou d'Algérie, puisqu'il y avait des marins à Béjaïa, à l'ouest, à l'est, au centre, un peu partout, donc des pirates. Ainsi s'achèvent ces relations un peu vraiment houleuses entre l'Espagne et l'Algérie qui ont été de guerre en guerre à partir de 1505 jusqu'à 1785. C'est quand même énorme comme période où il y a eu très peu de traités de paix et où la régence d'Alger ou le royaume d'Alger, au fait, dans les traités de paix, parce que certains n'arrivaient pas à comprendre pourquoi j'utilise tantôt royaume, tantôt république. Ce n'est pas moi. Moi, je me base sur les archives. Donc, dans les traités de paix, tantôt on parle de royaume, tantôt on parle de république. Et la république, je vais vous l'expliquer en 2 minutes rapidement plus tôt. Le mot république vient du fait que les Dey d'Alger étaient élus plutôt. Ce n'était pas un héritage, ce n'était pas un ancestral, c'est-à-dire qu'un sultan
sultan laissait son fils ou là, c'était vraiment une élection, c'était un diwan. Le diwan, on peut en quelque sorte le rapprocher de d'un parlement aujourd'hui parce que le diwan était constitué par les dignitaires algériens, qu'ils soient berbères ou arabes, par les corsaires d'Alger ou la taïfa d'Alger, les chefs de la taïfa, par quelques soldats. Donc, c'est eux qui se réunissaient pour élire le dey d'Alger. Et c'est à ce moment-là qu'est apparu le mot République d'Alger. Merci de votre attention. On se retrouve, Inch'Allah, très très bientôt. Cette fois-ci, je ne vais pas m'attarder trop longtemps pour justement un autre sujet ou une autre thématique, toujours pour parler de l'histoire de l'Algérie, pour vulgariser l'histoire de l'Algérie, qui est vraiment très vaste et très grande et qu'il faut vraiment connaître et en parler en quelque sorte. Merci et à la prochaine.